merci. Donc, merci d'avoir été si nombreux à répondre à mon invitation dans la salle et sur Internet, puisqu'on est en visio aujourd'hui en direct et l'épisode va pouvoir être revisualisé pour des moments d'échange et de débat autour de la santé. Je tiens à remercier particulièrement le directeur de l'IUT qui est présent et les équipes pour l'apport technique sans qui ce forum, enfin en tout cas ce colloque aurait été difficile à tenir. En cette période électorale, en fait, alors qu'une grande majorité des Français considèrent la santé comme une de leurs priorités, il m'a semblé important d'entendre à la fois des acteurs nationaux, mais surtout les acteurs de santé de notre territoire, et d'ouvrir les échanges également à tous les citoyens intéressés. Vous êtes nombreux ici à être non professionnels, non élus, et je pense qu'il y a des temps de démocratie importants. Je forme le vœu que nous en ressortions avec une meilleure compréhension des enjeux locaux, mais également nationaux, et bien sûr, ce qui est quand même essentiel, quelques pistes peut-être de travail. Quelques mots de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas trop. Je suis médecin généraliste, c'est mon métier. J'ai exercé donc en exercice libéral à Villon jusqu'en 2010, avant de rejoindre l'hôpital de Mont-Saint-Martin, enfin que j'avais déjà connu avant, puisque j'ai démarré mes premiers stages d'interne en fait à l'hôpital de Mont-Saint-Martin, où j'ai exercé donc en hospitalisation à domicile, mais j'ai également eu des exercices professionnels en maison d'accueil spécialisée et en tant que médecin coordinateur en EHPAD. Ça m'a fait un exercice professionnel assez varié. Aujourd'hui, je suis conseillère régionale et sénatrice de Meurthe-et-Moselle. Et la santé, bien évidemment, reste mon sujet de prédilection. Je préside la commission santé au Conseil régional Grand Est et je suis vice-présidente de la commission affaires sociales au Sénat. Et je reste chef de file en fait, de la santé dans mon groupe sénatorial, le RDSE. Donc vous l'aurez compris, ce sont des sujets qui me passionnent, sur lesquels j'essaye d'être le plus présente possible et en fait d'aider à modifier ou en tout cas améliorer ou à porter une voix sur les politiques de santé publique, mais également à aider les acteurs locaux. Ils sont nombreux ici à s'organiser ou en tout cas à défendre les sujets à chaque fois que c'est nécessaire. Les problématiques qui sont les nôtres sur ce territoire, sur notre territoire, sont à la fois communes à beaucoup de territoires, mais sont aussi très particulières. Nombreux métiers en tension, comme un petit peu partout, des difficultés d'accès aux soins, comme certains territoires, mais de plus en plus nombreux dans notre pays, mais bien sûr la proximité de la Belgique et surtout du Luxembourg, qui modifie beaucoup en fait la difficulté de nos ressources humaines. Nous avons également ce que nous connaissons partout, mais un peu plus ici qu'ailleurs, l'explosion des pathologies chroniques qui sont liées à la fois au vieillissement de la population, mais qui sont aussi sur ce territoire la conséquence de notre histoire sidérurgique et de nos modes de vie. Et bien sûr, quand on a englobé tout ça, au regard de ça, il y a l'aspiration des jeunes professionnels, des nouvelles générations, à travailler autrement et différemment, mais nous aborderons ça dans la première table ronde. Le débat de ce soir, je ne serai pas très long, se déroulera en 4 temps. Nous entendrons d'abord Frédéric Bizard qui est à ma droite. Notre rencontre sur les plateaux de Public Sénat est en partie à l'origine du déclenchement de cette soirée. Ces réflexions et ces idées pour l'avenir de notre système de santé ne manqueront pas, je suis sûre, d'éclairer nos débats ou de les inspirer. Nous poursuivrons ensuite par une première table ronde qui est plutôt centrée sur l'accès aux soins sur notre territoire avec des représentants de la ville. Donc on a, je ne les présente pas, je pense qu'Aurélien les présentera. Territoire des praticiens de ville, mais également des représentants des hôpitaux publics et de l'hôpital privé à but non lucratif qui est sur notre territoire. La lutte contre ce que l'on appelle les déserts médicaux et les inégalités sociales et territoriales de santé s'impose aujourd'hui comme des priorités, à la fois pour les patients qui peinent de plus en plus à se faire soigner et parfois à y renoncer, pour les soignants qui voient leurs conditions de travail se dégrader sans réussir à répondre à toutes les attentes, et pour les élus, enfin, qui s'efforcent de trouver des solutions à la hauteur des enjeux. Différents outils existent aujourd'hui, on les verra tout à l'heure sur la table ronde, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles de territoire, avec plein d'acronymes, MSP, ESP, CPTS, dont personne ne comprend grand-chose. Ils répondent pour certains, c'est une certitude, aux aspirations actuelles de nouvelles générations à travailler en équipe et à mieux équilibrer leur vie professionnelle et privée. Toutefois, ces dispositifs ont quelquefois beaucoup de difficultés à aboutir, restent des parcours du combattant pour les praticiens à qui on demande de se réinventer
dans un contexte en fait déjà très difficile aujourd'hui. Je suis convaincue que d'autres solutions mériteraient de prendre plus de place dans notre organisation des soins, comme les infirmières de pratique avancée par exemple, ou les assistants médicaux. Par ailleurs, je tente de faire émerger quelques pistes nouvelles sur lesquelles je reviendrai au cours du débat. N'est-il pas temps aujourd'hui d'appréhender la santé sous le prisme des besoins plutôt que de l'offre de soins? Je pense qu'on aura quelques réponses tout à l'heure. Nous poursuivrons sur la deuxième table ronde, qui est une table ronde réservée à la prévention, car s'il est un sujet qui doit aujourd'hui infuser toutes nos politiques publiques, c'est bien celui-là. J'ai souhaité axer ce débat sur le sport santé, sur la santé environnementale, parce que ces questions s'entremêlent, des fois s'entrechoquent, avec des répercussions sur notre système de santé et plus globalement sur notre qualité de vie, qui reste quand même dans la santé quelque chose de majeur. Je pense qu'il ne faut plus voir la santé uniquement sous le soin, mais bien évidemment sur le bien-être physique et mental. J'ai appelé à ce que l'obésité soit déclarée une grande cause nationale du prochain quinquennat et à ce que la prévention fasse l'objet de mesures dédiées dans chacune de nos actions, qu'elles soient au niveau de l'État, mais également dans nos actions de politique locale, dans nos collectivités locales. Puisqu'elle ne comporte que des avantages sur les plans médicaux, humains et financiers, je crois que nous sommes nombreux à attendre une véritable révolution de la prévention. Et dans ce domaine, les collectivités ont un rôle majeur à jouer via une décentralisation plus aboutie. Enfin, parce que nous vivons ici l'Europe au quotidien, j'ai tenu à ce que nous achevions nos débats sur un volet spécifique aux questions transfrontalières, la proximité de la Belgique, mais surtout du Luxembourg, qui impacte l'accès aux soins, est souvent mal comprise par les politiques et les administrations nationales. J'ai pu en faire le constat pendant ces quelques années, et ce n'est pas faute d'avoir alerté avec mes collègues tous les ministères concernés. J'échangerai donc avec M. Lewal sur l'idée d'une ZOAS, zone organisée d'accès aux soins transfrontalière avec le Luxembourg. Aurélien Bisco, que grand nombre d'entre vous connaît, directeur adjoint de la mission opérationnelle transfrontalière, la MOT, se joindra d'ailleurs à nous pour cet échange après avoir animé les deux premières tables rondes. Mais je m'arrête ici pour laisser la parole à Frédéric Bizard, économiste de renom, professeur à l'ESCP et président de l'Institut de santé. Il est spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Il a récemment publié L'autonomie solidaire en santé, dont l'ouvrage d'ailleurs est, je crois, en haut de l'amphithéâtre. Frédéric, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne soirée et de bons débats. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Véronique Guillotin, Madame la sénatrice. Je suis très honoré d'être là ce soir. C'est un défi en 10 minutes de vous brosser l'avenir de notre système de santé relativement délicat. Je suis ravi d'être dans un amphithéâtre de faculté. J'y passe beaucoup de temps et l'éducation comme la santé sont probablement des piliers de notre société dont il faut prendre soin. Alors, je vais essayer de vous développer 2 points. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'il faut repenser ce système de santé, en fait, qui s'inscrit dans un modèle social de façon générale. Ça fait 3 ans à parler de l'Institut Santé. Après avoir beaucoup travaillé un petit peu seul ou avec des équipes de recherche, j'ai décidé de créer un centre de recherche sur la santé. On a travaillé depuis 3 ans avec une centaine de personnes qui représentent l'ensemble des sensibilités politiques, professionnelles. On a voulu prendre les contraires. À chaque fois, on a pris la CGT Hôpital avec les plus libéraux et on a dit il faut qu'on arrive à trouver un accord, ce qu'on a réussi à faire. Donc, ce que je vais vous faire là, ce que je vais vous présenter là, c'est, encore une fois, je suis plutôt comme porte-parole de ce groupe-là au sein de l'Institut Santé. En deuxième chose, je vous dirai les 3 réformes systémiques qu'il faut réaliser pour basculer vers la santé de demain. Et j'espère que vous allez voir que ça nous tend les bras. Parce que tout ça, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une révolution, c'est une continuité. Bon. Avec ce qui a été bâti en 1945. Bâti en 1945 et en 1958. Vous voyez, juste quand on dit ça, on se dit c'est peut-être normal qu'en 22, il faut penser un peu à... Bon, on parle du nouveau monde, mais il faudrait continuer avec les anciens systèmes, donc forcément, ça ne va pas. Alors, il y a 3 raisons qui font que notre modèle social en général et notre système de santé en particulier, vous m'entendez tous, ça va, doit être repensé. C'est ce qu'on a appelé la triple transition. La première, c'est la transition démographique. Ça fait 200 ans que la population française, la France ne vieillit pas, hein, c'est sa population française vieillit. Sauf que de 2010 à 2030, cette intensité du vieillissement est historique
dans l'histoire de l'humanité. Juste pour vous donner un exemple, les plus de 75 ans sont aujourd'hui à peu près 6 300 000. Ils seront 12 millions en 2050. Et s'il y a une chose qu'on peut prédire sur le long terme avec une assez grande certitude, ce n'est pas les sondages politiques, à 5 jours c'est très difficile, mais en tout cas c'est bien la démographie. Et ce que disait un grand démographe, Alfred Sauvy, c'est que tous ceux qui ont sous-estimé l'impact de la démographie ont vu en fait la démographie a pris sa revanche de façon assez marquée. Ça fait 30 ans qu'on ne prend pas en cause ce qu'on sait depuis 30 ans, qui est ce vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, c'est la seule certitude que l'on a sur l'évolution démographique. Il ne vous a pas échappé que tous les débats autour de la démographie tournent sur plein de choses, l'immigration, sauf sur le vieillissement. Le vieillissement, ça a évidemment un impact colossal sur le modèle social, pas simplement sur les dépenses, mais ça a un impact colossal sur l'ensemble de la société, ce que vous savez très bien. Bon. En matière de santé, donc il faut adapter le système par rapport à ça. C'est une très bonne chose. En général, le vieillissement, c'est un progrès colossal. Et donc, il faut adapter la société par rapport à ça. En matière de santé, vous allez me dire, si je vous pose la question, ben oui, ça va faire exploser les dépenses de santé. On est d'accord? Ah non. Si vous avez un système adapté, ça ne fait pas exploser les systèmes de santé. Justement, l'adaptation du système de santé doit venir neutraliser l'impact du vieillissement. En revanche, ça nécessite de changer de stratégie de gestion de risque. Vous savez qu'un système un modèle social, c'est un système de gestion de risque. Pour la santé, c'est la maladie, le risque. Bon. Notre système de 45, qui a été le meilleur au monde, on a vécu un âge d'or de la santé, parce qu'on a réussi le mieux à soigner les gens, c'est-à-dire à se préoccuper des gens une fois qu'ils sont malades, et on a été les plus performants pour réaliser ça dans la médicalisation des territoires. Okay ? Aucun autre pays n'a réussi aussi bien à mettre à disposition les professionnels de santé d'un haut niveau de qualification et avec une répartition géographique excellente. C'est ça le système qu'on a aujourd'hui. Vous allez me dire, c'était le système d'avant, c'est bizarre. Oui, non, c'est encore le système. C'est-à-dire que la stratégie d'aujourd'hui, c'est une stratégie d'accès aux soins. Et c'est ce qu'il faut faire dans une première phase de construction d'un système de santé. Sauf que quand vous avez une dizaine de millions de citoyens qui arrivent plutôt en mauvaise santé, parce que comme on ne se préoccupe pas du vieillissement en bonne santé, ils arrivent à un âge où là se déclenche un certain nombre de pathologies chroniques, votre système s'effondre. Votre système n'est pas soutenable dans la durée, aussi bien financièrement que socialement. Donc il faut changer de stratégie. La nouvelle stratégie, c'est une stratégie qui va gérer le risque santé, ce qu'on appelle en amont, dès la petite enfance, pour accompagner l'évolution de la santé des individus tout au long de leur vie. C'est le maintien en bonne santé par excès, le curatif, le soin par défaut. Le curatif, ça ne vient que quand on a échoué sur le reste. Et nous, le curatif, c'est l'alpha et l'oméga du système. Ce que tous les pays ont fait au XXe siècle. Mais sauf que nous en sommes toujours à ça. Donc, vous avez parlé de santé et de sport, de santé, tout ça fait partie de ça. Alors, vous allez me dire, OK, on sait. Oui, mais là, vous voyez bien que c'est un nouveau système qu'il faut, parce que ce n'est pas des campagnes de communication, le maintien en bonne santé. C'est tout un système de services qu'il faut mettre en place. Donc, en effet, nous n'agissons que sur 20% des déterminants de santé qui font qu'une population est en bonne santé, c'est-à-dire le système de soins, mais il y a 80% des déterminants de santé sur lesquels nous n'agissons pas. Les déterminants économiques et sociaux, allez dans les pays pauvres, vous comprenez pourquoi il y a une différence d'espérance de vie, c'est-à-dire qu'un développement économique et social de qualité et inclusif, évidemment, fait une différence importante. On considère que c'est 40%, 2 fois plus que le système de soins. Les comportements individuels, on considère que c'est 30%, et l'environnement, on considère que c'est 10%. La façon avec laquelle les gens vivent, la qualité de l'habitat et l'environnement, la qualité de l'air, etc. Okay ? Donc, on passe d'un impact sur 20% des déterminants de santé à un impact sur 100% des déterminants de santé. Okay ? Donc, vous voyez bien que c'est un progrès colossal, et normalement, avec ça, et un système performant sur l'action en amont du maintien en bonne santé, on devrait être capable de neutraliser cet effet vieillissement et faire en sorte que vous n'avez absolument pas de hausse des dépenses de santé, mais vous avez un transfert des dépenses de l'amont, avant la maladie,
de l'aval, pardon, après la maladie, vers l'amont. C'est un peu comme la consommation d'énergie. La meilleure économie, c'est l'économie, c'est la moindre consommation. Hein, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Eh bien, c'est pareil en santé. La meilleure économie, c'est quand on baisse la demande de soins. Alors, vous savez qu'il y a des croyances, hein, les faits ne pénètrent pas les mondes des croyances, c'est-à-dire qu'une chose, c'est un peu, quand on n'a pas de culture de prévention, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une fatalité. Bah, de toute façon, non. Et il y a des économistes qui pensent que ça coûte cher, hein, la prévention. D'accord? Alors, je leur dis souvent, à chaque fois, c'est un peu comme en éducation. Vous savez il y a eu pendant des décennies, on a douté de la rentabilité de l'investissement dans l'éducation jusqu'aux années 50. Comme on doute aujourd'hui de la rentabilité sur l'investissement en matière de maintien en bonne santé. Je leur dis à ce moment-là, si vous, un peu comme Lincoln, hein, si vous ne croyez pas à l'éducation, gardez l'ignorance. Si vous ne croyez pas à la prévention, gardez les maladies. Mais voilà, bon. Donc, et ça, c'est la première évolution, okay, du soin vers la santé globale. Bon. Plus tard, on le fera, plus cher ça nous coûtera, plus rapidement le système se désintégrera, plus rapidement l'état général de la population se diminuera. Vous allez me dire, mais on part de haut, Vous savez quelle est la différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches en France? 13 ans. D'accord ? Hein, il y a la double peine de l'ouvrier qui n'est plus, on est dans un ancien bassin minier ici, je sais qu'il n'y a plus vraiment de mines aujourd'hui. Hein, la différence entre un ouvrier et un cadre, c'est 6 ans et demi, c'était 6 ans en 1980. La différence d'espérance de vie sans incapacité, c'est 8 ans. Et ça fait 10 ans que les hommes vieillissent 100% en mauvaise santé. C'est-à-dire que l'espérance de vie sans incapacité a stagné depuis 10 ans. Bon. Et tout ça, ça se paye. Tout ça, ça se paye. Si on a du mal à repousser l'âge de la retraite, c'est notamment parce que, évidemment, l'état de santé de la population autour de 60 ans, puisque tout est lié. On ne lit pas, mais tout est interconnecté. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Il faut lire un peu Edgar Morin, il explique un peu comment il faut faire. Il faut avoir cette vision globale et lier tous les problèmes. C'est comme ça que vous arrivez à l'aider. Bon. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la transformation du risque. C'est vrai pour tout le modèle social. En santé, la transformation du risque, c'est de passer d'un risque court à un risque long. C'est vrai pour tous les risques. Hein. La retraite, c'était 10 ans il y a 40 ans, c'est 25 ans aujourd'hui. Le chômage, c'était quelques semaines il y a 40 ans, c'est... On continue. J'avais mis 10 minutes, mais il paraît que j'ai 5 minutes de plus. J'accélère. Voilà. C'est comme ça. Bon, je ne remets pas le chrono. Donc, il y a... Qu'est-ce qui se passe quand vous passez d'un risque court à un risque long? Ces pathologies chroniques. Une fois qu'ils sont là pour la chronicisation, ça a de bonnes et de mauvaises raisons. En fait, d'une gestion, ce qu'a dit Véronique Guillotin, à partir de l'offre, où je mets un peu à distance l'assuré, je lui dis, t'inquiète pas, ta santé, je m'en occupe pour toi, comme ta retraite, je m'en occupe pour toi. Moi, l'État, moi, le système, moi, le médecin, moi, le truc, c'est moi qui m'occupe de ta santé. C'est ce qu'il faut faire dans un risque court, parce que là, pour le coup, l'investissement dans l'implication de l'individu a peu d'intérêt. Eh bien, dans un risque long, c'est l'inverse. Il faut donner les clés du camion aux assurés. C'est-à-dire qu'il faut la protection sociale du XXIe siècle qui protège de façon efficace, c'est celle qui va rendre capable, qui va agir sur les capacités individuelles des personnes pour gérer le mieux possible avec un maximum d'autonomie leurs risques. D'accord ? Ça, c'est vrai pour tous les risques sociaux. Il y a un risque sur lequel on a appliqué cette stratégie, c'est le travail. On a mis du temps, mais 2018, on s'est dit, tiens, si on changeait un peu notre fusil d'épaule, et encore une fois, tout est lié, ça peut vous paraître, je lis les choses, mais parce que c'est une réflexion qui comprend tout le risque social. On s'est dit, plutôt que de s'acharner à essayer d'améliorer les conditions des chômeurs, si on crée les conditions pour que les gens ne soient pas au chômage, ou tout du moins, quand ils soient au chômage, ils y soient le moins de temps possible. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez le lien? Si vous ne voyez pas, ce qu'on a fait en 2018, comme par hasard, ça marche. Hein. On a investi 15 milliards d'euros sur la formation. C'est-à-dire qu'on a dit, en fait, on va investir sur le capital humain. C'est-à-dire qu'on va développer un maximum de compétences chez les individus, de façon à ce que s'ils perdent leur travail, de toute façon, ils ont des compétences pour faire autre chose, et donc ils pourront retrouver un travail. C'est exactement pareil en santé. Il faut un plan massif d'investissement dans le capital humain pour que les gens soient le plus en capacité possible de gérer leur capital santé.
L'erreur que l'on fait, c'est qu'on pense que gérer son capital santé, c'est une responsabilité purement individuelle et que c'est quelque chose d'accessible à tous. Non. On est ignorant en tout, mais notamment en santé. D'accord ? Alors évidemment, il y a des gens pour qui rester en bonne santé, c'est relativement facile, mais c'est une ultra-minorité. C'est une vraie assesse de rester en bonne santé pour beaucoup de personnes. Donc si on ne les accompagne pas, et évidemment, il y a un gradient social à tout ça, vous avez une déperdition. Donc il faut transférer le pouvoir chez l'assuré. Donc il faut partir des besoins de santé des territoires. Troisième chose, c'est la révolution technologique qui, contrairement à ce que j'entends à peu près tous les jours, n'est pas ce qui va transformer le système de santé, mais puisque ce qui va transformer le système de santé, c'est la transformation stratégique de démarrer en amont et de transférer les capacités sur les individus. Okay, mais c'est ce qui va quand même nous permettre de gérer ces deux premières transition, parce qu'on a besoin de l'information à tout instant, c'est-à-dire du numérique. On a besoin d'anticiper les risques des maladies, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. On a besoin des biotechnologies et tout ça. Donc c'est ces trois transitions qui font qu'il faut absolument restructurer notre système de santé. Vous voyez que ce sont trois conditions qui n'ont rien à voir avec un système de santé qui ne serait pas bon. C'est un système de santé qui n'est plus du tout adapté à son environnement. Alors, les trois réformes systémiques qu'il faut mener, la première, c'est que vous savez que le seul service public qui est reconnu dans notre système de santé, je crois qu'il y a des directeurs d'hôpitaux ici, le seul service public qui est reconnu, le directeur du CHU. Un service public, hein, c'est trois choses. Service public n'égale pas secteur public, ce qui est une croyance là aussi très importante, mais encore une fois, les croyances sont toujours difficiles. Le service public, c'est trois choses, c'est l'égalité du service, c'est la mutabilité du service, c'est-à-dire son adaptation, et c'est la continuité du service. En gros, c'est permanence du service. C'est ça, c'est trois choses. Hein, c'est vrai pour les autoroutes, c'est vrai pour les déchets, c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour tout ça. Le seul service public qui est reconnu, c'est suite aux ordonnances de Debré de 58, c'est le service public hospitalier. Au début de la crise sanitaire, 2020, je ne parle pas de 1970, le seul service public que l'État a reconnu, c'est 12 CHU qu'on a pris comme référence et on a dit on va gérer la crise sanitaire à partir de notre service public. Donc vous voyez comment tout ça structure un système. Il est évident qu'avec tout ce que je viens de vous dire, j'espère que vous comprenez bien que ce service public ne peut pas se restreindre au service public hospitalier. Le fait de continuer à le faire, d'abord, fait s'effondrer l'hôpital, puisqu'on fait faire à l'hôpital une multitude de tâches qui devraient être faites bien ailleurs qu'à l'hôpital. On parle des urgences, mais il n'y a pas que les urgences. Et les urgences sont un bon exemple. Hein, 2/3 des urgences qui sont plus de 50% des urgences qui n'ont rien à faire aux urgences. Donc forcément, l'hôpital finit par en pâtir. Donc, ce qu'il faut, c'est transférer ce service public où, et là, c'est pas forcément évident, mais ce que l'on propose, c'est un service public territorial de santé. Et il faut aller au bout des territoires de santé. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été fait depuis 20 ans, qui est souvent critiqué, ce sont des choses qui vont dans le bon sens. La mauvaise nouvelle, c'est que le changement est tellement radical que la stratégie des petits pas n'a pas d'impact. Et qu'en fait, loi après loi, on se dit, et à chaque fois, en général, vous avez le ministre ou la ministre qui dit « c'est l'histoire, j'ai écrit l'histoire ». Elle le pense ou il le pense sincèrement. C'est une loi historique. Et 2 ans après, la crise, elle est encore plus importante qu'avant. D'accord ? Parce qu'on ne va pas au bout du raisonnement. Donc il faut aller au bout de la territorialisation de la santé. Un territoire de santé, c'est un territoire de santé commun à tous les professionnels de santé, et c'est un territoire de santé qui est pensé pour les usagers, pas pour les professionnels de santé. GHT, CPTS, territoire de psychiatrie, tout ça qui font notre quotidien avec, en effet, comme le disait Véronique Guillotin, des acronymes mais vous n'avez pas un seul citoyen qui connaît son territoire de santé, puisqu'il n'a pas été fait pour lui. C'est un peu gênant quand même, non ? Dans le monde dans lequel on voudrait aller, dans le système dans lequel on voudrait aller. Mais ce n'est pas une étape si infranchissable que ça, de dire, en fait, maintenant, on va faire un territoire de santé commun. Nous, on en propose 450, 250 000 habitants, ce qui est une taille critique, mais tout ça, ça peut être évidemment discuté. Donc, vous avez un service public qui est géré à l'échelle de ce territoire de santé et qui est servi par l'ensemble des professionnels de santé. Ah, problème.
Donc les libéraux, ils sont dans un service public, et la fonction publique hospitalière qui va sortir aussi de l'hôpital, hein, ça aussi, tout le monde en a envie, tout le monde dit bah oui, il faut casser les murs de l'hôpital, mais si vous ne changez pas l'organisation, ça ne se fait pas comme ça par hasard, surtout quand vous avez une pénurie de soignants au sein de l'hôpital. D'accord ? Donc ça, c'est la première évolution, et vous changez très drastiquement l'organisation. Alors comment vous gouvernez ce territoire de santé ? Nous, on propose un groupement territorial de santé sur une base associative qui comprenne les représentants de l'ensemble des acteurs avec des collèges. C'est pas là où on fait la stratégie. La stratégie, elle est faite normalement par l'État sur le plan national et déclinée régionalement. C'est pas là où on s'occupe de financement, d'administration. On considère que ce sont les caisses d'assurance maladie qui doivent le faire. C'est là où on discute, où on règle les problèmes de permanence des soins, de désertification médicale, et à l'échelle de 150 000 habitants. Okay ? Deuxième évolution importante, c'est la gouvernance. Dans toute organisation, dans cette IUT, si vous avez une gouvernance qui n'a pas les bonnes compétences, avec les mauvaises personnes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Toute entreprise qui a une mauvaise gouvernance ne fonctionne pas. Eh bien, nous avons un système de santé qui a une gouvernance qui est complètement déconnante, c'est peut-être un mot plus... Bon, qui marche sur la tête. On a un État, et ça a été progressif, parce qu'on a essayé de... Il faut comprendre, il y a tout un sens, c'est-à-dire qu'on a essayé de sauver ce vieux système très longtemps, donc l'État s'est dit, il faut que j'intervienne de plus en plus, parce que je vois bien que le système est en train de se désorganiser. D'accord ? Donc, je vais intervenir le plus proche possible du terrain. Donc, je vais mettre des agences, et je vais essayer de normer un maximum de choses pour avoir un maximum de contrôle. D'un système qui était plutôt décentralisé à la base et qui avait une démocratie sociale forte, qui avait été pensé très avant-gardiste, le système de 1945. En fait, on est sorti de tout ça pour aller vers un système très étatisé. Le problème, c'est qu'on a un État qui a tendance à s'occuper de beaucoup de choses sur le terrain, mais pas de l'essentiel, qui est la stratégie et la vision. Vous n'avez pas de stratégie de santé publique en France. Si vous en avez, il faut me la sortir. On a essayé, hein, 2004, il y a eu une loi, on a fait 100 choses, donc on a souvent essayé. Mais le système tel qu'il est là ne permet pas de le faire. D'abord, l'État est myope. L'État n'a pas d'instrument institutionnel pour voir loin. On l'a bien vu pour la crise sanitaire, il a fallu créer ex nihilo un comité scientifique en tout. On ne manque pas d'agences, c'est un record du monde d'agences. Mais ces agences se font plus concurrence entre elles et ne sont pas pensées et ne sont pas organisées pour être efficaces dans la vision long terme. Donc, vous avez des dispositifs pour aider, ce qui sont pour créer cette vision, pour obliger le politique, dont c'est le rôle, la démocratie représentative, à débattre d'une politique de santé et à nous proposer une stratégie de long terme sur laquelle il s'engage avec des objectifs, avec un financement et avec un plan d'action. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'orientation et de programmation. Vous en avez une pour la défense, une pour la sécurité. Eh bien, je pense qu'avec 280 milliards de dépenses, on peut en avoir une pour la santé. Ça n'a aucun sens de gérer la santé à la petite semaine. Mais c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on peut jeter la pierre aux ARS, machin, mais le système aujourd'hui fait qu'on gère à l'année, avec un budget où on vous dit « Ah, c'est pas dans le budget, ça sera, ou c'est une autre enveloppe, ou bien moi j'ai un budget sur l'année. » Ouais. Donc autant vous dire qu'avec ce système-là, on n'est pas prêt de faire de la prévention. Bon. Donc il faut mettre des nouveaux dispositifs qui fassent que l'État ait une vraie vision et sorte une vraie stratégie. Et puis il faut réinventer une démocratie sociale et sanitaire auquel peu de politiques ne croient, mais auquel nous sommes condamnés à faire réussir cette démocratie, puisque vous avez bien compris que l'enjeu, c'est la démocratisation de la santé. Il faut rendre accessible cette santé le plus possible. Et l'enjeu, c'est la décentralisation à l'échelle des territoires. Tout le monde est d'accord avec ça, hein, je veux dire, pour travailler avec toutes les sensibilités, mais vous voyez qu'il faut l'organiser, parce que ça change assez radicalement notre gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait des ARS ? Les ARS, on en fait des machines de guerre de santé publique. La santé publique, c'est une fonction régalienne de l'État. Vous voyez, on repositionne l'État, mais ça ne veut pas dire qu'on met l'État. Donc, les ARS qui s'occupent de la santé publique et des soins ne s'occupent plus que de santé publique. Les soins, c'est une gestion sous forme d'une démocratie sociale et sanitaire autour de quoi ? Pas 36 institutions pour gérer cette démocratie. C'est celle qui avait été choisie en 1945. C'est la sécurité sociale. Il faut totalement repenser avec cette vision-là.
Un mouvement de décentralisation est inévitable par rapport aux régions, aux départements. Je ne reviens pas sur les territoires. Tout simplement pour que des missions qui sont aujourd'hui laissées à l'abandon et qui deviennent stratégiques dans le nouveau modèle soient opérées de façon efficace. Parce qu'il faut un opérateur local. Je vous en prends juste une, la santé scolaire. Et que la santé scolaire, elle est gérée par le ministère de l'Éducation nationale. Il n'a pas une réputation pour être d'une grande décentralisation dans son approche. Bon. Ensuite, il a d'autres soucis que la santé scolaire. Donc la santé scolaire est en déshérence très avancée. C'est ennuyeux parce que c'est un des piliers essentiels d'un système qui est centré sur le maintien en bonne santé. Alors, tout le monde est toujours d'accord avec ça, mais on laisse le système, parce qu'encore une fois, le système tel qu'il est pensé aujourd'hui ne peut pas faire ce que je vous dis. Bon. Donc, comme ce n'est pas l'éducation nationale qui le fait, ça doit être une mission du système de santé, mais il faut que ce système de santé délègue cette fameuse délégation de service public à un opérateur local. C'est du local, c'est du social, tout le maintien en bonne santé, c'est beaucoup social. Nous, on propose les départements ou ce qui adviendra des départements si certaines évolutions en face. Mais en tout cas, c'est une échelle telle que le département, qui est un pilier social, qui s'occupe de la PMI et des personnes âgées. Bon, nous, on pense qu'il faut qu'il s'occupe de tout ce maintien en bonne santé. D'accord ? Donc, mouvement de décentralisation important. On n'a pas le temps d'aller dans le chose, mais vous avez tout ça dans l'ouvrage. Troisième et dernier point, et après je m'arrête, c'est l'évolution du financement. Là aussi, on a un financement qui dysfonctionne complètement, qui est le plus coûteux au monde après les États-Unis en matière de coûts administratifs. 16 milliards d'euros juste pour gérer les flux financiers. Quand vous avez deux assureurs, un public, un privé, qui financent quasiment l'ensemble des soins, c'est illisible, c'est ultra coûteux, et tel qu'il est fait avec deux familles de risques, hein, les bons risques chez les actifs, qui sont bien couverts, et les moins bons risques chez les inactifs qui sont mal couverts et qui payent 100% de leurs primes. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour se dire mais comment on peut fonctionner avec un système? Eh bien si, et il n'y a pas un des 12 candidats qui propose même si avant on avait parlé de la grande sécu et tout. Bon. Il faut revoir ce système en passant à un système de payeur unique. Okay, la Sécu finance 80% des dépenses de santé, elle continuera à financer 80% des dépenses de santé. Vous avez des scénarios plus extrémistes qui disent 100%, mais ça n'a aucun intérêt en réalité. Bon, mais sauf que ça sera le seul payeur pour l'essentiel des paniers de soins à financer. Et puis vous aurez des assureurs privés qui jouent un rôle, mais qui joueront un rôle d'assureurs supplémentaires sur des paniers de soins sur lesquels ils sont majoritaires aujourd'hui. Et puis il y a tellement de prévoyance à développer. Il y a tellement d'économie sociale et solidaire, puisque si on veut faire davantage de social à faire pour les mutuelles, que personne ne sera perdant, contrairement à ce qu'on peut entendre. Les modalités de paiement des professionnels de santé, il serait peut-être bien d'y regarder un petit peu. C'est pourtant simple. Modalité de paiement, c'est la diversification des modes de paiement pour que vous ayez des modes de paiement adaptés aux actes. C'est simple. Vous ne payez pas à la fin de vie les soins palliatifs avec de la tarification à l'activité. On est le seul pays quand même après. Comme c'était américain, on s'est dit c'est bien parce qu'on aime bien l'économie. Comme 80% de l'économie sont américains, on se dit tous ces modèles américains, on va les prendre, paiement à la performance, paiement. Tout ce qui ne marche pas, on l'a pris depuis 10 ans. D'accord ? Tarification à l'activité, on vous met ça. Bon. Tarification à l'activité, c'est très bien pour des actes qui sont programmables sur lesquels on évalue facilement les coûts de production. Bon, donc vous faites opérer de la hanche, c'est très bien. Okay ? Vous avez une grippe, vous allez chez votre médecin généraliste, c'est très bien le paiement à l'acte. Okay ? Sauf qu'on ne paye pas à la prévention, à l'acte, on ne paye pas certains services publics comme la permanence des soins à l'acte, on ne fait pas tout ça. Hein, okay ? Donc une fois que vous avez clarifié tout ça, vous augmentez les revenus très sensiblement des professionnels de santé, tout en maîtrisant beaucoup mieux les dépenses. Puisque c'est les deux, je dis toujours aux professionnels de santé, vous voulez plus de revenus, on va vous donner plus de revenus, mais il faut qu'on change les règles du jeu pour que ça ait un impact et que ça nous permette de moins dépenser ailleurs. Hein, vous savez que les deux ressources stratégiques en santé, c'est la ressource humaine et la ressource technologique. Et c'est les deux ressources sur lesquelles on a fait le plus d'économies depuis 10 ans. Pas très étonnant que ça n'aille pas bien. En conclusion, désolé peut-être de ne pas pouvoir descendre un peu plus dans votre quotidien, mais je suis sûr que mon but, c'était de donner un peu une direction, encore une fois, qui a nécessité un petit peu de travail. Ce qui n'empêche que
c'était Sénèque, je crois, qui disait que le vent évolue toujours dans le bon sens pour ceux qui savent où ils vont. Bon, une fois qu'on sait où on va, ça peut se faire très rapidement. À travers des ordonnances, on peut faire ça. 2022, on peut le faire. Mais il y a à gérer le court terme. Il y a à gérer la pénurie des médecins que vous connaissez, la perte d'attractivité des choses. Mais ça, il y a des mesures de court terme à prendre. Une fois qu'on a dit, voilà, vous avez une espérance sur un nouveau modèle qui va nous permettre de reprendre une place de choix dans la santé à l'échelle mondiale. Il faut négocier avec ceux qui partent et ceux qui arrivent. D'accord ? Avec la génération qui est près de la retraite et avec la génération qui va arriver pour régler les problèmes de court terme, parce qu'il est évident que 7 millions de Français qui n'ont pas un accès suffisant à un médecin généraliste, ce n'est pas possible, et des hôpitaux qui sont obligés de fermer des services parce qu'il n'y a pas d'infirmières, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc il faut créer les conditions, mais c'est un deal qu'il faut faire, c'est l'inverse de ce qu'on a tendance à faire, mais on le fait en urgence. Encore une fois, c'est pas, je jette pas la pierre, parce que c'est à dire. Mais il faut un deal global dans une réforme de fond, en tout cas c'est notre sentiment, où on peut à la fois régler, on ne réglera jamais 100% des problèmes, mais en tout cas régler l'essentiel des problèmes de court terme et permettre de basculer vers un modèle adapté pour les 50 prochaines années. Je vous remercie. Merci Frédéric. Si certains sont avides d'aller un petit peu plus dans le fond du sujet, voilà. Il y a le livre d'autonomie solidaire en santé du CAR, je pense que le CAR a géré ça. Voilà, donc n'hésitez pas.